l'une des premières questions qui est posée, en tout cas qui est rédigée, c'est celle de l'enquête. Et Colomban, le père d'Émile, rapidement évacue la question. Il dit « Nous continuons à faire confiance au travail des gendarmes chargés de l'enquête. Leur investissement a été exceptionnel. » Donc tout de suite des remerciements. Il parle également des 2 juges d'instruction qui sont donc sur cette enquête et qui sont également, selon lui, très investis pour retrouver Émile. Ce qui nous questionne un petit peu, c'est le terme, le vocable un peu utilisé, très juridique. L'enquête continue dans le secret de l'instruction. Les juges continuent l'enquête sous la direction et l'autorité donc, de ces 2 juges d'instruction, comme s'il y avait eu peut-être une demande, en tout cas une instruction aussi de ne pas trop parler de l'instruction en cours. Oui, tout à fait. Je pense que le traumatisme des parents et des grands-parents est total, mais il y a aussi un traumatisme secondaire qui serait qu'ils posent des actes ou qu'ils puissent dire des paroles qui perturbent l'enquête. Du coup, je pense que, dès avant même l'interview, tacitement, on était d'accord qu'il ne pourrait pas en parler, et j'allais dire même sous la torture, il n'en parlerait pas. Ça ne veut pas d'ailleurs dire qu'ils sont au courant de quoi que ce soit. Alors, ils expliquent aussi pourquoi ils ont choisi de ne parler que maintenant, et à Famille Chrétienne, pas un autre média. Exactement. Alors pourquoi maintenant? Parce que Marie estime que c'était le bon moment, qu'ils y avaient réfléchi depuis un moment déjà, mais que c'était maintenant qu'ils souhaitaient le faire, dans le but de remercier. Il y a beaucoup de monde qui sont remerciés dans cette interview. Remercier, dit-elle, tous ceux qui ont respecté notre volonté, qui ont gardé le silence face au harcèlement médiatique dont ils disent avoir souffert, avec un média donc choisi par nous. Des remerciements, une mobilisation qu'ils disent venir de partout, à la fois de ce petit hameau du Haut-Vernay, mais aussi du monde entier. Ils ont reçu beaucoup de SMS, de lettres, de visites également, des messages notamment venus de l'étranger, du Mexique, du Gabon, du Liban, de la Grèce, des encouragements, des soutiens de toutes confessions confondues, également de publics de tous âges, des anciens comme des très jeunes enfants. Voilà, c'est ce qu'ils tenaient à souligner et les remerciements qu'ils souhaitaient adresser. Et pourquoi à Famille Chrétienne? Parce que c'est le bon moment et le bon média pour eux. Nous cherchions, Marie dit-elle, un média grand public qui soit aussi capable de comprendre nos motivations de parents chrétiens. Certains médias assez vicieux, dit-elle, se sont permis de raconter n'importe quoi sur nous sous prétexte que nous étions cathos. Cette interview, c'était aussi l'occasion pour ses parents de tordre le cou à un certain nombre de fausses informations et de rumeurs. Oui, la maman d'Émile dit en effet qu'ils ont senti avoir été traînés dans la boue et qu'ils veulent rétablir certaines vérités. Elle dénonce notamment une façon d'avoir ridiculisé leur foi, de les avoir fait passer pour des illuminés. Et donc, notamment, elle parle de cet exemple de certaines personnes qui auraient dit qu'ils étaient allés tranquillement à la messe alors que les battues avaient lieu pour retrouver le petit Émile. Et elle dit que c'est faux, qu'ils n'ont pas négligé l'action. Voici sa citation, ce qu'elle dit, Marie. « Nous nous sommes donnés à fond sur les 2 fronts, en fonction de nos forces, prier comme si agir était inutile et agir comme si la prière était inutile, dans l'esprit, dit-elle, de Saint Ignace de Loyola. Rétablir la vérité, c'était important pour elle aussi, sur cette réunion de famille qui a beaucoup attisé le mystère, le fantasme dans ce début d'enquête, en disant que non, il n'avait pas caché une réunion familiale secrète ce week-end-là avec sa famille, qu'il s'agissait juste de la présence de frères et sœurs qui habitent chez les parents de Marie, et qu'il n'y a pas eu donc de drame sordide, familial. Voilà ce qu'elle a voulu rétablir comme vérité. Et pour elle, eh bien, c'était, ça peut paraître peut-être insignifiant, mais ce sont des contre-vérités qui se sont accumulées et qui font mal à la famille. Merci beaucoup, Fanny. Samuel Pruvot, ce sont bien les parents d'Émile qui ont sollicité votre journal? Ah oui, mais en tout cas, moi, j'aurais pas pu avoir le contact direct avec eux parce que je connaissais ni Marie, ni Émile, ni les parents de Marie, en fait. Je pense qu'ils ont... Parce que c'est vrai que... Donc concrètement, pardonnez-moi, comment ça se passe? C'est-à-dire, à un moment donné... La direction a reçu un mail à un moment donné, en fait, ils ont, je pense... Enfin, si je reconstitue, ils ont décidé de parler à un certain moment. C'était maintenant. Ils ont décidé de parler à un certain média, ils ont choisi Famille Chrétienne. Et à un moment donné, j'ai reçu un appel en disant « Bonjour, c'est Marie. Je suis la maman du petit Émile. » Donc là, c'était, pour moi, c'était dimanche dernier. Donc du coup, je suis tombé à la renverse, en fait. Parce que, et vous êtes déplacé? Alors, exactement... Dans leurs souhaits aussi. Oui. Et pour le coup, ça correspondait aussi à une exigence journalistique. Leur souhait, c'était que cet échange puisse avoir lieu à l'endroit même de la disparition de leur fils. Et je leur ai dit que sincèrement, nous, on ferait tout pour y aller, quitte à rouler toute la nuit.
parce que ça changeait tout, en fait. Ne serait-ce que sûr. pour guider nos questions et notre compréhension. Parce qu'honnêtement, comme on comprend déjà très peu de choses à cette affaire, si on fait cette interview par téléphone ou quelque part dans une métropole, ça ne marche pas. Lorsque vous arrivez devant ce jeune couple, dans quel état d'esprit sont-ils ? Qu'est-ce qui domine, selon vous, chez eux ? Les tout premiers instants, vous allez le comprendre, on l'a évoqué à l'instant, je crois que même s'ils avaient choisi ce média, même si c'était préparé, j'ai perçu tout de suite une gêne et une crainte en disant « mais qui est ce monsieur ?» Et c'est comme si vous avez un éléphant qui arrive et qui a un service à porcelaine en disant « pourvu qu'il ne soit pas un véritable éléphant et qu'il ne nous casse pas toute la porcelaine ». Sauf que là, ce n'est pas la porcelaine, c'est leur fils disparu, donc c'est encore plus précieux. Donc j'ai senti d'abord une gêne en disant c'est quand même un journaliste. Et puis j'ai compris juste le lendemain ce que ça voulait dire. Pardonnez-moi. En fait, bien sûr qu'entre eux, ils parlent de cette disparition. Bien sûr qu'ils en parlent en famille. Bien sûr qu'ils en parlent avec leur cercle d'amis qui est assez large. Mais jamais ils avaient parlé à un étranger. Je suis un étranger. Et du coup, le lendemain, je les ai revus et ils étaient lessivés. Mais lessivés parce que moi, je ne suis pas psychologue, mais je pense que c'est terriblement coûteux de verbaliser cette aventure. Leur vie s'est arrêtée le 8 juillet dernier. Enfin, je dirais, est-ce qu'ils ont arrêté de travailler ? Est-ce qu'ils sont complètement, je ne sais pas moi, est-ce qu'ils vivent reclus ? Comment est-ce que vous avez ressenti cela ? Vivre reclus au sens où je pense qu'ils ont exercé une certaine prudence, parce qu'il y avait certains confrères journalistes ou photoreporters qui venaient avant, vous savez, le cordon des gendarmes à 8h le matin, donc qui venaient vers 6-7 heures pour prendre en photo la cuisine, etc., en rampant. Donc effectivement, ça paraît un peu anecdotique, mais c'est un peu délirant. Donc du coup, je pense qu'ils se sont protégés, mais en même temps, concrètement, c'est une grande famille. Marie est l'aînée quand même de 10 enfants. Donc en fait, il y a tout le temps 10 enfants à la maison, il y a des cousins, il y a du passage, il y a des amis. Donc c'était pas vraiment reclus, mais en revanche prudent pour qu'ils ne soient pas embêtés en fait. Alors, on l'a dit, finalement, il y a assez peu d'éléments sur les faits, sur les circonstances. Il n'y a pas d'éléments sur les faits. Et c'est ça qui est traumatisant. En revanche, l'interview, à 90%, est consacrée à leur foi. Et il y a une chose très importante, c'est qu'ils disent très vite « notre foi a été ridiculisée ». Ça, c'est quelque chose qui les a meurtris. Oui. Alors après, ça, je pense que vraiment, ils sont vraiment blessés, terriblement blessés sur ce point. Alors, évidemment, nous, du côté journalistique, on sait que tous les médias, et sans doute pas BFM, enfin, l'objet n'était pas de dire ce sont des méchants cathos. Non. Mais c'est vrai que certains médias, que ce soit des radios, des journaux satiriques, se sont permis, en fait, de mélanger leur histoire, leur foi, voire leurs convictions politiques, avec, encore une fois, le sujet unique et principal qui est la disparition de leur fils. Et je suis désolé d'employer ce terme. Pour eux, et c'est pas le terme qu'ils ont employé d'ailleurs, mais c'est le terme que j'emploie, c'est tout simplement dégueulasse en fait. C'est ignoble. Alors justement, vous qui êtes journaliste, et en plus à famille chrétienne, c'est quoi le bon terme si on voulait définir cette famille? On a tout dit, intégriste, tradit, c'est quoi alors la bonne définition selon vous? Je vais essayer un terme qui sera sans doute pas le bon, comme quand on essaie. Je pense qu'effectivement, dans le vocabulaire courant, en tout cas dans l'univers chrétien, je pense qu'on peut et qu'on doit les appeler tradis, parce qu'en fait, eux s'appellent eux-mêmes tradis et c'est pas du tout infamant. En fait, ce qui les a gênés, peut-être que pour le grand public, c'est indifférent, mais pour eux, c'est une frontière qui est capitale. C'est de laisser entendre qu'ils étaient, pour employer des mots plus techniques, intégristes, lefévristes. Donc ça veut dire concrètement en dehors de l'Église catholique. Et ça, je veux dire, ça rajoute de la souffrance à la souffrance. D'une part, je pense que c'est pas bien de raconter n'importe quoi, et ça je parle du point de vue déontologique en tant que journaliste, mais il y a quelque chose d'infamant pour un chrétien d'avoir été excommunié par des gens qui ne sont pas chrétiens. Enfin, déjà, si le pape vous excommunie, c'est pas rigolo, mais si quelqu'un qui n'est pas chrétien vous excommunie, sincèrement, moi je les comprends, c'est ras-le-bol à partir d'un certain moment. Il y avait quand même, et d'ailleurs, vous posez la question, vous leur demandez, au fond, s'ils sont un peu plus que tradis. Mais c'est une question importante, importante. Il y a la question de leur action militante au centre Charlier.
Alors, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Alors, ce qui est agréable, c'est que pour le coup, une fois qu'on a défini le cadre de l'interview, ils n'esquivent rien et ils parlent et ils acceptent toutes les relances. Ils assument beaucoup. Et ils assument. Oui, parce que... Et donc, du coup, en 2 mots, le centre Charlier, c'est une réunion de chrétiens, entre guillemets, de chrétiennes tradies. Et l'objet, c'est principalement... c'est à l'origine d'un pèlerinage qui a quand même pas mal de visibilité en France, qui s'appelle le pèlerinage de Chartres, le pèlerinage de chrétienté, qui a lieu à la Pentecôte chaque année. Et du coup, eux, ils sont très actifs. Mais encore une fois, je me permettrai de dire, vu mon âge, ce sont un petit peu des gamins. Donc, ils sont actifs avec la motivation, l'énergie de cathos tradis de 25 ans. Et du coup, c'est vrai que ce sont ni des militants d'extrême gauche, ni des chrétiens progressistes. Mais encore une fois, donc ils n'ont pas esquivé les réponses. Mais pour eux, finalement, qu'on soit tradis ou progressiste, quel est le rapport avec la disparition d'Émile, quoi? Sauf si, je me permets de le dire parce qu'ils ne me l'ont pas dit, sauf si on se permet d'insinuer. Et moi, en lisant certains papiers de confrères, j'ai trouvé, encore une fois, je suis désolé de ne pas être très poli, dégueulasse, sauf si on insinue qu'ils sont donc plus que tradis, donc psychorigides, que le père ou le grand-père battait son fils et que finalement, c'est peut-être lui qui l'aurait jeté dans un trou. J'ai quasiment lu, parfois, c'est rare, des choses comme ça. Et ça, pour le coup, c'est indigne. Et ça me semblait nécessaire qu'ils puissent dire qui ils étaient en vérité. Est-ce qu'ils ont exprimé des soupçons? Alors là, c'est l'autre sujet où c'était vraiment le noir total, le trou noir. On ne parle pas de l'enquête et on ne parle pas de nos hypothèses. Est-ce qu'ils ont des hypothèses? J'imagine, évidemment. Et je me demande, vu leur âge et vu cette pression qu'ils ont, morale, pas de l'extérieur, hein, mais cette horreur qu'ils vivent de l'attente, je me demande en fait si eux-mêmes ne switchent pas. Peut-être que le matin, ils se disent peut-être qu'il est tombé dans un trou derrière la maison, et peut-être que l'après-midi, ils se diront peut-être que quelqu'un l'a enlevé. C'est ce que j'ai senti, en tout cas. Mais ils n'ont pas voulu m'en parler. Est-ce que, et honnêtement, quand on est parent, on doit avoir forcément cette pensée, est-ce qu'ils ont le sentiment que leur enfant est encore en vie? C'est impossible de répondre à leur place, mais comme j'ai eu la chance de les voir 2 fois de suite, donc c'était un mercredi toute l'après-midi et puis le jeudi toute la matinée, en fait, à des moments donnés, ils suggéraient quasiment, ils verbalisaient, je crois que c'est quelque part d'ailleurs écrit noir sur blanc dans l'interview, nous sommes réalistes et nous nous attendons au pire. Ça fait froid dans le dos, mais il y a d'autres moments, et ça pour le coup, vous avez du mal à tenir votre stylo et votre enregistreur continue, mais... vous avez du mal à encaisser ça, se disent en fait, voilà, nous comme parents, là c'est les tripes qui parlent, c'est leur tripes, on ne peut pas laisser tomber et on ne peut pas imaginer que ce garçon soit mort, sous-entendu, tant qu'on ne l'aura pas vu de nos yeux, tant qu'on n'aura pas la certitude que notre fils a disparu, est décédé, eh bien on veut y croire ensemble. Et puis rajoute, donc ça c'est très perturbant pour le journaliste, et puis rajoute un paramètre alors qui pour le grand public peut-être est déconcertant, c'est de dire finalement, est-ce qu'on peut interdire à Dieu de faire un miracle? Parce qu'après tout, c'est vrai que si Dieu existe, il peut faire des miracles. Et là, c'est vrai que vous vous accrochez à votre chaise, parce que voir les choses de cette façon, c'est tellement déconcertant. Et j'insiste encore sur leur âge, je me dis, waouh. Ouais. Ils sont très jeunes. Ouais, enfin, je connais pas leur âge, mais voilà, moi c'est l'âge en gros de ma fille aînée, donc en gros c'est une vingtaine d'années, quoi. Ouais, voilà, c'est 25 ans. Maximum. Donc quand je vous donne même une petite anecdote. Quand je suis arrivé, donc c'est tout petit, etc. Et puis moi je savais pas où il fallait que j'aille. Et il y avait une seule personne dehors qui ressemblait à un grand ado. Et j'ai mis plusieurs minutes à comprendre que ce grand ado c'était son papa. Et là je me suis dit, oh les pauvres, parce qu'en fait c'est horrible. Mais je me suis dit, mais comment ce garçon est encore debout? Moi, je me suis dit, voilà, je me suis projeté à sa place et je me suis dit, moi, je pourrais même plus tenir debout, en fait. Je ne sais pas si c'est un choix de votre part, un choix journalistique, ou si c'est justement quelque chose que les parents n'ont pas voulu évoquer, mais est-ce que vous leur avez posé des questions sur Émile, sur ce petit garçon, sur... Voilà. Non, j'ai pas réussi. Ouais. C'est pas, en fait, même pour être honnête, au sens où il n'y a rien à cacher. C'est pour ça que je vous demandais si c'était un choix, entre guillemets. C'est-à-dire que, en fait, ils n'ont jamais dit, nous n'en parlerons pas.
Et puis au détour de telle ou telle phrase, il parle de lui, donc de sa psychologie, etc. Mais en fait, je n'ai pas eu l'énergie, j'ai pas trouvé les ressorts perso pour poser ces questions. Je vais donner juste une anecdote qui n'est pas dans l'interview, et que je pense que ça révèle pas un secret, mais moi j'ai trouvé ça très émouvant. Ils invoquent très souvent une sainte, enfin une personne importante locale qui s'appelle Benoîte Rancurel. C'est un sanctuaire qui s'appelle Notre-Dame du Los. Et à un moment donné, ils disent, bah oui, en fait, cette dame-là, là, cette voyante qui avait vu la Sainte Vierge au XVIIe siècle, elle était têtue, hein, exactement comme Émile. Et du coup, moi, j'ai pas osé relancer. Mais vous voyez, il y a quelques bribes de phrases où, effectivement, on imagine un peu le type de petit garçon très remuant, très vivant, comme peut l'être un petit garçon de 2 ans et demi, mais assez entêté. Et en gros, c'est le garçon à jouer au pirate et peut-être à monter sur le toit de la maison, quoi. Je vais vous poser une dernière question. Là, c'est vraiment plus... ça n'a pas forcément à voir avec les parents d'Émile, mais votre ressenti à vous. Nos journalistes qui ont enquêté, au fond, nous ont dit que beaucoup d'habitants de ce village avaient le sentiment que la clé de l'énigme était sans doute là. Que c'est difficile à exprimer autrement, mais que c'est bien dans ce lieu que quelque chose s'est passé, que c'est bien dans ce lieu que quelque chose sans doute de terrible s'est produit. Est-ce que vous avez ressenti cela aussi ? J'ai ressenti, comme tous les enquêteurs, soit du côté judiciaire ou journalistique, en fait, cette histoire n'a pas de sens. C'est un tout petit village. Le petit gamin est parti aller 5, 10, 15 minutes à pied, mais dans ce petit village, ça n'a aucune conséquence. Et il doit y passer que quelques voitures par jour ou quelques visiteurs. Enfin, l'été peut-être un peu plus, mais guère plus. Du coup, c'est incompréhensible de savoir comment en 10, 15 minutes, ce petit garçon a disparu. Parce qu'encore une fois... c'est volatilisé. Et c'est le terme que vous avez employé, qui malheureusement est juste. Du coup, quand j'y suis allé avec l'impression d'un épais mystère. Et en revenant, en fait, ce mystère est devenu total pour moi. Merci beaucoup à vous. L'interview paraît donc dans Famille Chrétienne. Quand ? Alors, elle est sur le site famillechrétienne.fr dès maintenant. Et le journal ? Et puis, le journal arrive dans les boîtes aux lettres et est disponible à partir de jeudi. Et il est daté de samedi. Merci beaucoup, Samuel. Merci. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur BFM TV.